Mais il y a quelques mois, j'ai la visite dans le service, et puis à la fin de la visite, il me présente une personne qui a un syndrome dépressif, une marche un petit peu lente, anormale, il me demande mon avis. Bon, je le fais marcher un petit peu, quelques petites manœuvres, et je dis, bon, il a évidemment une maladie de Parkinson débutante. Puis là, il faut commencer le traitement, quoi. Puis il y a un interne qui dit, mais est-ce qu'il y a un intérêt à faire une scintigraphie au DAT-scan? Oui, oui. Dans un cas aussi évident que ça, on ne fait pas d'examen complémentaire, c'est-à-dire de recommandation HAS. Vous démarrez le traitement, puis vous verrez bien. Puis il y a quelques semaines, je reçois un courrier de ce monsieur qui me dit, ben voilà, je suis dans votre service, vous avez fait le diagnostic, je suis allé voir mon petit neurologue dans l'intervalle, et lui m'a prescrit une scintigraphie au DAT-scan. Elle est normale. Donc vous m'avez quand même un peu gâché la vie, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? 86 milliards de cellules nerveuses, à peu près 500 millions d'innovations évolutives, et je me suis trompé. Une mauvaise décision diagnostique. Peut-être j'ai été victime de quelques biais cognitifs. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Bon, ce qui me rassure un peu, mais je ne sais pas si ça doit nous rassurer, c'est que je ne suis pas le seul à faire des erreurs diagnostiques décisionnelles, quoi, manifestement. Il y en a d'autres qui se trompent aussi. En tout cas, il a l'air de s'être trompé. Alors moi, je vais profiter que j'ai pas mal de cerveau devant moi pour faire quelques expériences. Allez, on va voir un peu ce qui se passe dans les cerveaux d'Homo sapiens et pourquoi parfois on prend de mauvaises décisions. Alors vous allez, vous voyez, il y a une petite figure devant vous, vous allez fixer votre regard sur la croix centrale et me dire ce que vous observez. Alors qu'est-ce que vous observez? Alors regardez, restez bien fixés, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Il y a des petites taches roses, mais si vous fixez bien votre regard, hein, je pense que la plupart d'entre vous constatez, les petites taches roses disparaissent. Ce n'est pas une vidéo. La réalité physique du monde, c'est les petites taches roses qui sont sur cet écran. Et pourtant, ça disparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce que vous avez en tête quand vous avez ces taches roses qui disparaissent, c'est ce qui se passe dans la partie du cerveau auquel vous avez accès. La seule petite partie du cerveau auquel vous avez accès, on peut appeler votre registre conscient, c'est ce qui vous permet de savoir que vous êtes là, en train de penser, en train de regarder, en train de m'écouter, mais c'est qu'une toute petite partie du fonctionnement. Le gros du fonctionnement du cerveau, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est des systèmes automatiques qui viennent travailler sans que vous en ayez conscience et qui viennent simplement vous donner au final une interprétation visuelle, par exemple, du monde dans lequel vous êtes, dans l'illusion que je vous ai montrée. En fait, il y a tout un travail qui est fait et dans votre registre conscient, vous avez la petite note de synthèse. On peut prendre aussi l'image où vous allez chercher la définition d'un mot sur un moteur de recherche, vous avez immédiatement la réponse et vous n'avez pas notion de tout le travail qui a été fait pour aboutir à cette réponse en quelques millisecondes. Et donc là, dans ce qui s'est passé là, donc le monde physique, c'est effectivement les petites taches roses qui apparaissent sur ce fond blanc, qui sont arrivées sur votre rétine. Dans votre rétine, il y avait ces petites taches roses. Dans votre aire visuelle primaire, il y avait les petites taches roses. Mais ensuite, il y a eu tout un traitement du cerveau, avant d'arriver dans votre registre conscient, pour vous dire, ben, on va en enlever quelques-unes. Pourquoi? Parce que ces petites taches roses trop fixes dans votre champ visuel sont considérées par le cerveau comme probablement un artefact, un petit peu comme des petites poussières qu'il y aurait sur la surface de l'œil. Et comme c'est trop fixe, c'est pas pertinent, on élimine. Et donc, dans votre registre conscient, vous avez une interprétation de tout ça. Et on va voir que les biais cognitifs, ça va venir de ça. Ça va venir d'une mauvaise communication, en quelque sorte, entre votre registre conscient et ces systèmes automatiques. Alors, on va faire une première illustration. Et pour ça, on va faire un petit jeu d'argent. Vous allez avoir à prendre des décisions. Donc, première décision que vous allez à prendre, vous allez avoir à faire un choix entre deux options. Option A, vous gagnez 800 €. Pas mal. Et option B, vous participez à une loterie avec une probabilité de 90%
de gagner 1000 euros. Alors, qui choisit l'option A? Qui veut gagner 800 euros? Vous levez la main, on filme et on distribue après les billets. Hein, c'est ça, Christophe. Hein. Qui veut participer à la loterie? 90% de probabilité de gagner 1000 euros. Ok, à peu près 50-50, j'ai l'impression. Alors, deuxième jeu. Cette fois, option A, vous perdez 800 euros. Il faut les sortir et me les donner là en bas. Option A, vous perdez 800 euros. Option B, vous participez à une loterie avec 90% de probabilité de perdre 1000 euros. Qui choisit l'option A? De me donner 800 euros. Je note, sortez les billets. Qui participe à la loterie? L'immense majorité. À chaque fois, ça marche. Homo sapiens, en moyenne, n'est pas un être rationnel sur le plan économique. Pourquoi? C'est quoi le choix rationnel dans une décision comme ça? Une décision financière, c'est hyper simple d'être rationnel. Vous avez deux options à comparer. Vous mesurez la valeur de chacune des options. Donc, dans le premier cas de figure, option A, 800 euros, c'est facile, ça vaut 800 euros. L'option B, avec un pourcentage de probabilité de gagner à la loterie, c'est un tout petit peu plus subtil. Ça a été proposé par Blaise Pascal il y a déjà pas mal de temps. Et tout simplement, la valeur de l'option B, c'est 90% fois 1000 euros, c'est-à-dire 900 euros. Donc, vous voyez que dans le premier choix, où j'avais 50% qui allait l'option sûre, 50% qui allait sur l'option avec probabilité, le meilleur choix rationnel, c'était celui avec la loterie. Et vous êtes quand même une majorité à avoir choisi l'option sûre. Et dans le deuxième cas de figure, là vous faites rapidement le calcul, il y avait d'un côté moins 800 euros et de l'autre côté moins 900 euros. Donc l'option rationnelle sur le plan économique, c'était de perdre les 800 euros d'emblée, pas de participer à la loterie. Alors pourquoi en tant qu'humain, vous ne faites pas un choix rationnel? Eh bien parce que vous avez en vous, en tout cas pour la majorité d'entre vous, dans le premier choix, une aversion pour l'incertitude, et dans le deuxième choix, une aversion très forte, parce que là, il y avait une très grande différence dans vos réponses pour la perte. Alors pourquoi cette aversion pour l'incertitude et pour la perte? Eh bien, ça vient de notre histoire évolutive. Je propose de remonter un certain nombre de milliers d'années en arrière, on va dire 50 000 ans. Donc l'humain était un petit groupe de chasseurs-cueilleurs. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas à manger tous les jours, 3 fois par jour. Et généralement, ils jeûnaient pas mal de temps. Et vous avez un petit groupe de sapiens qui arrive, qui a jeûné depuis quelques jours, et qui arrive proche d'un buisson, avec sur le buisson des fruits qui ont l'air tout à fait appétissants, et ils savent d'expérience que ces fruits sont nutritifs et pas dangereux. Et là, dans nos ancêtres, ils pouvaient faire 2 types d'erreurs. Premier type d'erreur, c'est parce qu'il y avait dans le buisson, le problème, c'est qu'il y avait un bruit un peu suspect, qui pouvait faire penser qu'un tigre à dents de sabre était présent dans le buisson. Les tigres à dents de sabre, ils aimaient bien les petits sapiens. Et donc, premier type d'erreur qu'ils pouvaient faire, c'était penser qu'il y avait un tigre à dents de sabre et qu'il n'y en avait pas. À ce moment-là, ils allaient jeûner quelques jours de plus, ils passaient leur chemin. Et deuxième type d'erreur, c'était penser qu'il n'y avait pas de tigre et ils allaient prendre les fruits, ce qui était un peu plus preneur de risques. Bien, vous voyez que les deuxièmes, pas de génétique, ont moins souvent transmis leurs gènes que les premiers. Il y en a quelques-uns qui ont fini leurs gènes dans les estomacs des tigres à dents de sabre. Et donc, génération après génération, notre espèce a été quand même plutôt sélectionnée pour être aversif au risque, aversif à l'incertitude et surtout très aversif à la perte. Alors bon, on va parler un petit peu de neuro, on peut regarder un peu ce qui se passe plus précisément dans notre cerveau. Quand on fait le choix rationnel dans la décision que vous avez eu à prendre, si vous fonctionnez rationnellement, vous allez activer votre cortex dorsolatéral préfrontal, des régions pariétales qui sont impliquées dans le calcul, et c'est là où vous faites le calcul, je mesure la valeur de chacune des options, je les compare et je prends l'option qui a le plus de valeur. Mais en fait, généralement, vous ne faites pas cette approche-là dans votre registre conscient, mais vous êtes influencé. Donc, par exemple, dans le premier choix, vous anticipez le gain potentiel, les 800 euros que je vous ai annoncés, et vous libérez, on en reparlera tout à l'heure, un neurotransmetteur particulier, la dopamine dans le striatum ventral, parce que vous anticipez un gain. Mais de l'autre côté, vous avez
l'amygdale qui s'allume et qui vous dit attention, incertitude, danger potentiel, peur. Et du coup, ce danger potentiel va orienter vers votre décision, vers plutôt privilégier le gain sûr que de prendre le risque qui est proposé par le choix avec la loterie. Et dans le deuxième cas, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, où il y avait cette aversion de la perte. Il y a de la perte, il y a de la douleur, ça active en particulier la région de l'insula, qui vient faire que, vous, dans ce cas-là, ça va surpasser l'incertitude et vous allez préférer l'incertitude plutôt que de risquer de perdre les choses. Vous voyez que généralement, sur une décision comme celle-ci, qui est modulée par nos émotions, on n'est pas complètement rationnel. Alors après, c'est pas non plus déraisonnable de ne pas être rationnel. Souvent, un guide de haute montagne qui ne serait pas aversif au risque, il ne fait probablement pas une très très longue carrière. Donc ces biais qui orientent avec l'incertitude, avec l'aversion pour l'incertitude et l'aversion pour la perte, ont leur raison d'être. Simplement, parfois, si on est trop aversif à la perte ou trop aversif à l'incertitude, ça peut nous jouer des tours. Ça joue dans la manière dont vous allez présenter des options diagnostiques à une personne. Selon que vous lui présentez, ou des options thérapeutiques plutôt à une personne, selon que vous insistez sur les effets indésirables du traitement ou sur les avantages du traitement, vous allez influencer énormément sa décision. Donc je vous donne un autre exemple du jeu de cette aversion pour la certitude ou aversion pour la perte. Imaginez que vous êtes conseiller auprès du ministre de la Santé. Carrément, vous êtes monté en grade. Et il y a une épidémie qui est arrivée dans une petite ville de 6 000 habitants. Et vous avez sollicité un certain nombre d'experts. Et certains vous proposent un traitement A qui peut permettre de sauver 4 000 personnes. Et puis vous avez un traitement B qui, lui, marche ou ne marche pas, mais qui a une certaine probabilité de réussite et qui peut sauver toutes les personnes, mais avec une probabilité de 2 sur 3. Vous voyez, si vous présentez au ministre en disant, voilà, j'ai un traitement, il peut sauver 4000, ou j'ai un traitement, il peut sauver tout le monde, mais avec une probabilité de 2 sur 3, on se retrouve dans la première situation. Il y a des chances que le ministre il choisisse plutôt la première option. Si vous lui présentez en disant, là, avec le traitement A, il y a un risque de 2000 morts, vous voyez, là, son insula s'allume, ou à l'opposé, j'ai un traitement qui peut sauver tout le monde, mais avec une probabilité de 2 sur 3, vous voyez que vous allez influencer son choix différemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais de cadrage. Sur la manière dont les choses sont présentées, vous influencez la décision de la personne. Et en jouant sur le fait qu'il y a cette incertitude pour cette aversion pour la certitude, cette aversion pour la perte. Alors tout ça, ça nous ramène aux émotions. Alors comment ça se passe dans le cerveau? Si je m'intéresse juste à la peur, parce que c'est celle qui est la mieux comprise en neurosciences, elle est facile à analyser. Donc vous imaginez que je me promène dans la forêt tranquillement. Il y a une certaine régularité, des bruits, des choses que je vois. Et puis tout à coup, il y a cette chose-là qui apparaît à mes pieds, ou le bruit de quelque chose qui fait... Alors là, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Il y a cette structure particulière dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'amygdale, qui est l'amygdale qui est dans la partie... interne, antérieure de mon lobe temporal, c'est pas l'amygdale du fond de la gorge. Je préfère préciser, parce qu'une fois, j'ai des gens qui étaient venus, ils m'ont dit, moi, quand j'étais petit, on m'a opéré des amygdales, comment je fais pour gérer mes émotions? Donc non, c'est une autre amygdale, c'est l'amygdale cérébrale. Et donc cette amygdale, elle est connectée indirectement avec tous mes cortex sensoriels. Donc elle est informée en temps réel de ce qui se passe dans mon monde auditif, dans mon monde visuel, dans mon monde tactile. Et là, elle a repéré quelque chose, ce bruit ou cette forme qui peut évoquer un serpent, et elle a donné l'ordre, l'alerte à tout le cerveau. Avec James Boole, on a appelé ça l'amygdalarme. Elle a lancé l'alerte. Donc, première chose qu'elle fait, elle arrête toute activité motrice. Donc, je me promenais tranquillement et brutalement, je m'arrête. Elle envoie toute une information pour que mon cœur s'accélère, ma respiration s'accélère, je me mets à transpirer. En fait, tout mon organisme est prêt à fuir ou à combattre. Et ensuite, elle augmente ma capacité d'analyse de ce qui se passe dans l'environnement. Si on regarde bien, ma pupille s'est dilatée, mon acuité auditive est plus affinée, et je vais analyser et voir ce qui se passe, et constater que finalement c'était un lézard, et je peux passer mon chemin
sans problème. Ou au contraire, c'était un serpent, ben heureusement, je me suis arrêté et je n'ai pas marché sur la queue du serpent qui aurait pu me mordre. Et tout ça, ça se passe très très vite. Ça se passe, tout ce phénomène, avant que ça atteigne mon registre conscient. Je sais que c'était un serpent ou un lézard bien plus tard, après que tout ce qui s'est passé dans mon cerveau a arrêté mon action, m'a mis en préparation de fuir ou combattre. Alors si c'est un lézard, ben, je vais repartir tranquillement, et puis à nouveau une alerte, hop, même système, c'est à nouveau un lézard, bon. Puis au 4e ou 5e lézard, généralement le système il va décroître petit à petit en affinité de détection de l'irrégularité. Et puis si par contre ça avait été un serpent, ben, c'est vrai qu'après j'aurais continué très allégué. Donc le système il est en permanence modulable en fonction d'informations. Parce que la chose que détecte l'amygdale, parce que vous allez dire, est-ce que l'amygdale est capable de reconnaître un serpent? Probablement, mais en fait, ce qu'elle détecte surtout, c'est est-ce qu'on est toujours dans la régularité? Je me promène en forêt, il y a un bruit régulier. Ah! Vous voyez? Là, vous étiez habitué à ma voix qui était régulière. Là, en faisant un son soudain, j'ai allumé votre amygdale. Voilà, donc à partir du moment où il y a une irrégularité dans quelque chose de soudain, vous allumez l'amygdale. En fait, c'est plus complexe. Elle a aussi la capacité, probablement par sélection évolutive, de reconnaître un certain nombre d'animaux qui se révèlent être dangereux pour notre espèce historiquement, et ce qui fait qu'on a toujours peur des araignées, alors que les araignées sous nos tropiques ne sont pas très toxiques. Alors ça joue quand même aussi dans nos relations avec les autres, et dans nos métiers de professionnels de soins, d'accompagnants, dans nos métiers de scientifiques, avec nos collaborateurs, on est en relation avec les humains. Et ce système d'alerte joue aussi dans nos interactions avec autrui. Il y a aussi d'autres choses dans notre cerveau qui nous permettent de ressentir ce que ressent l'autre. Si je me coupe, si je me coupais devant vous, bien sûr, comme moi ça entraîne de la douleur, j'allumerai ma région qu'on appelle l'insula, qui est impliquée dans la gestion de la douleur. Mais vous, voyant que je me suis coupé et que j'ai mal, vous allumeriez, pareil, votre insula, comme si c'était vous-même qui vous étiez coupé. Et donc c'est la base, de façon très basse, de l'empathie. Et alors il y a cette expérience suivante qu'ils avaient fait à Lyon, dans l'équipe d'Angela Sirigu, c'est qu'ils vous montraient une main, hop, qui était soit touchée par un petit coton, soit qui était piquée par une aiguille contondante. Et donc, vous preniez des gens de couleur blanche qui voyaient une main blanche soit être touchée, soit être piquée. Quand elle était piquée, ils activaient les régions d'empathie de façon assez importante. Et quand un blanc voyait une main noire être piquée, il activait un petit peu moins ces régions d'empathie. Et l'inverse est vrai quand vous avez un noir qui voit une main noire piquée par rapport à une main blanche. Donc vous voyez que ce système d'empathie ne va pas être le même selon la personne en face de qui vous êtes. Associé au fait que ce sentiment de défense qu'il y avait dans l'amygdale s'applique, c'est-à-dire que si je suis face à quelqu'un qui me ressemble, je suis en pleine confiance. Si la personne est différente de moi, parce qu'elle n'est pas de la même ethnie, parce qu'elle ne parle pas comme moi, parce qu'elle n'est pas habillée pareil, automatiquement, et c'est des systèmes qui sont complètement automatiques et pas contrôlés par ma volonté consciente, mon amygdale s'allume et je suis en attention, danger potentiel. Plus ce phénomène d'empathie qui fonctionne moins bien avec des gens qui me sont différents, et vous voyez que très facilement, vous choisissez d'interagir avec quelqu'un qui vous ressemble et moins avec quelqu'un qui vous est différent. Et en consultation médicale, ça joue énormément. Quelqu'un qui vous ressemble, vous êtes en empathie, vous l'écoutez, etc. Quelqu'un qui est différent, vous pouvez automatiquement, si vous ne faites pas attention, être moins en empathie, moins attentif et vous sentir un peu en danger. Et il faut faire en fait l'effort volontaire de se dire non, ça c'est mes systèmes automatiques qui sont en jeu, pour les réprimer et vous comporter normalement avec l'autre personne qui est en face de vous, même si elle vous est différente. Mais comme le système est très automatique, si vous ne le réprimez pas volontairement, vous faites avoir. Et c'est pour ça que généralement, dans vos collaborateurs, on a tendance à choisir des gens qui nous ressemblent énormément, ce qui fait perdre beaucoup en richesse de diversité, en créativité, etc. Et donc, je vais peut-être passer sur ça, parce que le temps passe. Et on va voir un autre biais cognitif. Alors, on va faire un petit jeu pour ça.
vous avez un jeu de 4 cartes. Et la règle, c'est que si une carte a une voyelle sur une face, alors elle a un nombre pair sur l'autre face. Et la question qui vous est posée, c'est quelles sont les 2 cartes à retourner pour vérifier que la règle est respectée. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? A et 4, hein, c'est la majorité des gens qui vont sur A et 4. Alors, effectivement, c'est pas bon. A, c'est bon. Hein, effectivement, la règle, si c'est une voyelle, derrière, il doit y avoir un nombre pair. Donc, c'est une voyelle, il faut que je vérifie qu'il y ait bien un nombre pair. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ont la tentation d'aller vers le 4, qui est un nombre pair, pour aller vérifier qu'il y a une voyelle derrière. Mais c'est une consonne. Ça règle pas ça viole pas la règle. Hein. La carte qu'il faut retourner, hein, c'est la 7. Hein, et vérifier si derrière le 7, il n'y a pas une voyelle. Hein, parce que s'il y a une voyelle derrière le 7, la règle est violée. Donc là, en fait, le A, bon, tout le monde le trouve, mais pourquoi on va vers le 4 ? C'est lié à ce qu'on appelle le biais de confirmation. On a tendance à aller vers ce qui est évident, à confirmer notre hypothèse première, ce qui semble, on a parlé de voyelles, de nombres pairs, et donc on est attiré vers ce nombre pair. Hein, on confirme nos hypothèses. En médecine, très fréquent, ce biais de confirmation. Donc on fait toujours notre première hypothèse. Et le patient qui arrive des urgences avec un diagnostic qui a été posé, eh bien, on a généralement tendance à prendre tous les arguments qui vont dans le sens du diagnostic et à ne pas trop regarder les arguments qui pourraient aller contre ce diagnostic. Et là, on se fait très souvent tromper. C'est comme on lit beaucoup plus facilement les articles, les vidéos qui vont dans le sens de nos pensées. Vous voyez que ce phénomène de biais de confirmation, aujourd'hui, avec le système des réseaux sociaux et des algorithmes qui les alimentent, est encore plus amplifié, puisqu'on vous nourrit de choses qui vont dans le sens de vos pensées. Donc, le biais de confirmation est extrêmement fréquent. Alors, pourquoi ce biais de confirmation ? Eh bien, ça vient du fait qu'on est des machines à apprendre et à avoir des comportements appris. Vous savez qu'en tant qu'humain, on est né grand prématuré. Hein, quand vous êtes né, vous ne saviez pas faire grand-chose. Alors pourquoi on est né prématuré ? Rapidement, pour la petite histoire, même si l'hypothèse maintenant est tout petit peu discutée, en fait, avec l'acquisition de la position debout, le bassin des femmes a dû changer un petit peu de morphologie, rendait un petit peu plus difficile la sortie des bébés, et parallèlement, le petit homme humain, à ce moment-là, ce n'était pas encore des sapiens, avait un volume crânien qui augmentait, et donc seuls arrivaient à survivre les enfants qui naissaient un petit peu trop tôt, qui naissaient un peu prématurés, qui pouvaient sortir sans dégâts de la filière maternelle. En fait, il y a probablement d'autres explications qui ont trait aux mécanismes énergétiques du cerveau qui vont croissant et qui deviennent à un moment trop coûteux pour le métabolisme énergétique de la maman. Mais globalement, ça fait que le petit humain est né de plus en plus tôt. Et c'est vrai qu'un petit humain qui naît, il ne sait rien faire. Et donc le fait qu'on ne sache rien faire fait qu'on a des systèmes extrêmement puissants pour apprendre à faire les choses. Hein. Et tout ce que vous faites, marcher, parler, écrire, tout ça, vous l'avez appris. Alors pour l'apprendre, comment ça se passe ? On va rapidement voir ça. Ça va impliquer des structures qui me sont chères, qui sont les fameux noyaux centraux connectés avec le cervelet. Et on va voir concrètement comment ça s'est passé. Alors, quand par exemple vous avez appris à faire du vélo. Alors si vous vous souvenez, vous avez appris à faire du vélo, ce n'était pas si facile que ça. Hein. Que si vous réfléchissez bien à tous les muscles qu'il faut activer pour faire du vélo, en équilibre, sans roulette bien sûr, c'est pas si facile. Hein. Il faut que tout soit bien contracté comme il faut, que vous appuyez sur une jambe quand vous relâchez de l'autre côté, etc. Donc c'est quand même très très compliqué. Alors voilà, vous êtes un petit enfant, vous apprenez à faire du vélo, alors déjà vous êtes motivé pour le faire. Parce que vous voyez des gens qui font du vélo, ça a l'air assez sympa, quoi. Ils vont vite, ça a l'air fun, etc. Alors allez, j'aimerais quand même bien essayer, quoi. Puis vous avez peut-être votre entourage familial qui vous dit, bon, ce serait bien de faire du vélo. Alors vous essayez, mais les premières fois, ça marche vraiment pas bien. Vous faites plein d'essais. Et puis un jour, ça y est, sur quelques mètres, vous réussissez, vous arrivez à faire du vélo sur quelques mètres sans tomber. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau ? Eh bien, ce qui s'est passé dans votre cerveau, c'est qu'à ce moment-là, vous avez libéré un peu de dopamine dans ce fameux striatum ventral. Et cette dopamine libérée dans le cerveau, elle a indiqué
action réussie. Votre motivation, c'était de réussir à faire du vélo. Vous avez réussi cette action. Bravo, dopamine libérée. Et cette dopamine, en fait, elle va rendre ensuite plus facile l'activation de toute la chaîne neuronale très compliquée qu'il a fallu activer dans le cerveau pour arriver à faire du vélo sans tomber. Donc elle se fait plus facilement qu'elle se faisait avant que vous ne sachiez faire du vélo. Puis deuxième tentative, et là, boum, badaboum, vous tombez. Alors là, vous libérez surtout pas de dopamine. Et au contraire, même le taux de dopamine basal, transitoirement, vous le réduisez pour dire qu'il ne faut surtout pas stabiliser ce programme moteur qui n'est pas le bon. Puis une nouvelle tentative, ça marche, hop, là ça facilite. Et puis au gré comme ça des réussites et des échecs, petit à petit, vous allez de plus en plus automatiser le geste de faire du vélo. Une fois que le geste est complètement appris, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous, je pense aujourd'hui, vous ne libérez plus de dopamine lorsque vous faites du vélo sans tomber. Mais vous voyez qu'il y a d'autres actions, par contre, pour lesquelles vous avez besoin de libérer. Si vous êtes un musicien de très haut niveau, en permanence, vous perfectionnez votre geste et en permanence, vous avez besoin du système à dopamine. Mais sur les choses complètement apprises, automatisées, il n'y a plus besoin de ce système-là. Et ces systèmes complètement automatisés, c'est eux qui vont participer à ce biais de confirmation. Parce que finalement, quand vous êtes dans l'automatique, donc c'est Daniel Kahneman qui est un psychologue, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2002, qui avait schématisé ça en système 1, le système automatique, et système 2, qui est le système plus sous contrôle. Le système 1, c'est complètement automatique, ça vous permet de faire les choses sans y penser. Quand vous marchez sans penser que vous marchez. Quand vous parlez, quand je suis en train de parler, là, je n'ai pas besoin de penser à tous les muscles que je dois activer pour parler ou à tous les mots que je dois utiliser pour parler. Ça se fait automatiquement. J'ai juste besoin d'avoir vaguement l'idée de ce que je vais vous dire et tout s'articule normalement pas trop mal. Et le système 2, lui, par contre, il est beaucoup plus coûteux en énergie, les choses se font plus lentement, et quand je suis pris par une action où je suis concentré pour la faire, mon cerveau, il n'est pas libre pour faire autre chose. Donc système 1, c'est automatique, c'est facile, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, je peux faire d'autres choses au moment où je fais ces choses-là en automatique. Système 2, ça occupe toute mon énergie, et je ne peux pas faire autre chose quand je suis pris par le système 2. Et donc, on a tendance à privilégier des choses qui fonctionnent en système 1. Donc vous voyez, si j'ai une hypothèse diagnostique première, c'est quand même beaucoup plus simple de prendre tout ce qui confirme cette hypothèse, ça ne me coûte pas d'énergie, que d'aller prendre quelque chose qui contredit et qui va me demander de l'énergie pour creuser pourquoi elle contredit, etc. Alors, par exemple, sur ces automatismes, une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Quel est le prix de la balle? Difficile, à 3 h de l'après-midi. Alors, il faut dire rapide. Donc, intuitivement, rapidement, on a tendance à vouloir dire 10 centimes, ce qui n'est pas la bonne réponse, parce que si, on pouvait le raisonner par l'absurde, mais si la balle valait 10 centimes, la batte vaudrait 1 € de plus que la balle, donc 1,10 €, plus le prix de la balle, ça fera 1,20 €, donc ça ne marche pas, donc c'est 5 centimes qui marchent. Mais vous voyez, on a tendance à aller un petit peu rapidement vers nos automatismes et aller vers ce qui semble évident, et là on se trompe. Donc en fait, sur des choses qui imposent le calcul, il faut prendre son temps, il faut freiner sa décision. Ça peut être utilisé aussi dans des intérêts de santé publique. Vous voyez là le nombre de greffons qu'on récupère chez des gens en état de mort cérébrale. Vous voyez que selon les pays, il y a des taux de récupération très différents. Vous voyez en France, par exemple, on a des taux très importants de récupération, alors qu'en Allemagne, des taux de récupération beaucoup moins hauts de greffons chez les gens en état de mort cérébrale. Alors pourquoi il y a ces différences, d'après vous? Parce qu'ils conduisent mieux. Alors ça vient après la conduite. Là, vous anticipez un peu, vous avez quelques dias d'avance. Effectivement, ils conduisent peut-être mieux. Oui, c'est la formulation de la demande, effectivement. En France, en fait, tout le monde est donneur potentiel de ses organes en état de mort cérébrale. Vous êtes libre de dire que vous ne voulez pas faire la démarche et de vous inscrire sur un registre, mais automatiquement, vous êtes inscrit, vous êtes donneur potentiel. Donc vous avez le choix de faire la démarche, mais faire la démarche, ça implique,
pour faire simple, d'utiliser votre système 2, ce qui demande du coup, de vous poser les questions, de vous anticiper en état de mort cérébrale, ce qu'on n'aime pas trop faire. Donc généralement, on ne fait pas la démarche, on est tous donneurs potentiels. En Allemagne, ces systèmes qu'on avait en France il y a 25 ans, il faut faire la démarche volontaire de s'inscrire sur le registre pour dire que je suis donneur potentiel. En France, on avait des petites cartes, moi j'ai encore ma petite carte, de je suis donneur potentiel si j'ai un accident. Et donc avec ce système-là, vous voyez que vous récupérez beaucoup moins parce que la plupart des gens n'ont pas fait l'effort d'aller s'inscrire, n'ont pas voulu se projeter dans l'hypothèse de l'état de mort cérébrale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nudge, en fait. On utilise ces systèmes automatiques du cerveau pour vous faire aller, pour orienter votre comportement dans un sens qui est favorable pour la société. Ça a été utilisé aussi, ça peut être utilisé par les politiques, par exemple, si vous demandez, c'était en Angleterre, je ne sais plus, le Premier ministre qui avait fait ça, bon, peu importe, il y a déjà quelque temps où ils avaient décidé d'introduire une retraite complémentaire pour renforcer la retraite des salariés, et donc ils auraient pu faire, voilà, si vous voulez vous cotiser volontairement à la retraite complémentaire, ils auraient eu un tout petit taux de cotisation, où en fait, ils avaient automatiquement tous salariés cotisés à la retraite complémentaire, mais il avait la possibilité de dire s'il ne voulait pas cotiser à la retraite complémentaire. Vous voyez que ces systèmes-là, ils peuvent être utilisés beaucoup quand vous voulez vous connecter à Internet dans une gare ou un truc comme ça, vous faites cliquer sur des petites choses pour utiliser ça, pour vous faire recevoir avec votre accord des publicités. Alors, on regarde un petit peu le temps. Ouais, allez, on va faire ça. Donc là, ouais, c'était une étude qui a été faite au MIT dans les années 2000. Souvent, pour faire des sciences cognitives, on utilise les étudiants comme sujet d'étude. On a vu un petit peu ce matin dans le topo de Mehdi, justement, l'expérimentation de sciences cognitives qu'on peut faire. Donc là, il leur donnait, première épreuve, une grille de mots cachés, tout simplement, à découvrir. Et donc, vous aviez la moitié des étudiants qui avaient une grille de ce type-là, avec des mots neutres, comme plan, lampe, manger, etc. Et puis l'autre moitié d'étudiants avaient des grilles avec des mots à connotation, je dirais, positive, vaincre, gagner, réussir, etc. Et ensuite, à ces étudiants, ils leur faisaient passer un test de mesure d'intelligence, les petits schémas qu'on a vus ce matin, par exemple. Et ce qui montrait, c'est que ceux qui avaient eu cette grille-là allaient avoir un meilleur, entre guillemets, niveau de performance cognitive que ceux qui avaient une grille complètement neutre. Et donc ça montre que par le simple fait de lire, d'aller chercher des mots, va influencer le comportement. Il en a parlé un petit peu, ce qu'on appelle le phénomène d'amorçage cognitif ou d'ancrage. Vous avez des petites informations qui, en fait, préparent votre cerveau à se mettre dans une certaine condition. Et là, quand il est préparé à réussir, à vaincre, à gagner, eh bien, il va mieux performer sur le test cognitif que s'il n'y a pas été préparé. Et ça participe à ce qu'on appelle les nudges. Vous connaissez peut-être les nudges. Vous connaissez les nudges? Nudge en anglais, ça veut dire coup de coude. En français, on pourrait dire plutôt coup de pouce. Et donc, il y a un nudge qui est très célèbre, c'est celui-ci. Alors ça, c'est quoi, ça? C'est une pissotière, voilà. Et c'est une pissotière à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Et le nudge, alors vous voyez peut-être pas bien, mais ici, ils ont une petite décalcomanie de mouche, en fait. Et en fait, les mecs, c'est un peu basique, les mecs mâles. Quand ça voit une mouche, comme ça pisse, là. Ça oriente le jet. Et du coup, n'empêche, avec ce truc tout bête, l'aéroport de Schiphol, il a économisé plusieurs dizaines de milliers d'euros de frais de nettoyage chaque année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nudge. Vous êtes complètement libre de pisser où vous voulez. Mais on vous a, de façon paternelle ou maternelle, orienté votre comportement dans le bon sens. En fait, on a profité du fait qu'il y a ce comportement un peu basique qui vise à viser. Dans une salle d'attente, si vous mettez un grand poster de la bibliothèque Sainte-Geneviève, les gens vont parler doucement. Si vous mettez un poster de Formule 1, les gens vont parler plus fort. En fait, le cerveau il est tout le temps dans l'anticipation, et donc il prend des petits indices environnementaux qu'il va utiliser ou pas, mais il se met en préparation d'action. Alors ça peut avoir des utilités aussi en santé publique. Vous voyez par exemple les mégots de cigarettes, là on fait voter pour quel Justin vous préférez, Justin Bieber ou Justin je ne sais plus quoi. Et
vous mettez votre mégot pour voter pour le Justin que vous préférez. Bon, on s'en fout du vote, mais n'empêche que les mégots, ils sont dans la boîte, ils ne sont pas par terre. Ça fait économiser des choses. Dans les restaurants d'entreprise, vous réduisez la taille d'assiette, les gens mangent moins. C'est un nudge tout simple pour lutter contre l'obésité. Moi, je l'ai adopté. Le soir, je mets des assiettes de plus petite taille. On mange moins, oui. Facile. Voilà. Alors, dernier biais cognitif, c'est l'excès de confiance. Alors là, je ne peux pas vous faire, parce que d'habitude, je dis, alors, qui se considère comme meilleur conducteur que la moyenne? Mais il vous l'a fait ce matin, donc là, vous n'allez pas oser dire. Mais, ou qui se considère comme meilleur chercheur que la moyenne? Voilà. Il y avait une étude, ils avaient demandé à une université américaine, je pense qu'en France, ce ne serait pas la même chose, aux professeurs qui se considèrent comme meilleurs enseignants que la moyenne. 94%. En France, non, on n'est pas à ces pourcentages. Voilà. Donc l'excès de confiance. L'excès de confiance, c'est très très fréquent. Et là, on est aversif au risque, etc. Mais on est quand même toujours un peu dans l'excès de confiance. Ça, c'est intéressant. Je veux dire, si on est tous un peu dans l'excès de confiance, c'est que c'est le fait d'une sélection évolutive. Et effectivement, il y a eu une démonstration mathématique, d'ailleurs, de l'intérêt évolutif de l'excès de confiance. On peut le résumer de la manière suivante. Vous imaginez qu'il y a un combat physique à faire 2 à 2. Si je suis face à une personne qui est clairement plus forte que moi, je vais fuir sans combattre. Donc là, je perds le point. Si elle est clairement plus faible que moi, il y a des chances qu'elle fuive sans combattre, donc je vais gagner le point. Si par contre, c'est plus difficile à déterminer, oui, je fais ça, Christophe, c'est difficile, mais si je suis en excès de confiance, peut-être qu'il va fuir sans combattre, il y a un petit pourcentage de cas qui fuient, et là, ça me donne un petit avantage compétitif. Ce petit avantage compétitif fait probablement que l'humain a été sélectionné pour un excès de confiance. On a pu regarder on a pris là, c'était plutôt des collégiens à qui on fait faire un exercice de mathématiques et on leur demande de donner la note qu'ils pensent avoir à l'exercice de mathématiques. Donc la grande majorité, elle se donne une note un petit peu meilleure que ce qu'ils ont effectivement. On retrouve l'excès de confiance qui est très partagé. Mais avant de faire ça, elle leur a fait remplir une échelle qui permet de mesurer l'émoussement affectif, c'est-à-dire voir s'ils ont une petite tendance dépressive en quelque sorte. Bien, les seuls qui se donnaient la bonne note, c'est ceux qui étaient un peu émoussés sur le plan affectif, qui sont un peu déprimés. Donc en fait, comme l'a dit Freud, je crois, mais j'ai jamais retrouvé la citation, c'est qu'en fait, les dépressifs, c'est ceux qui voient le monde tel qu'il est, quoi. Alors que les autres, on le voit, et en particulier nous-mêmes, on se voit un petit peu mieux que ce qu'on est. Alors en médecine, là, c'est une source très importante d'erreurs médicales, d'erreurs diagnostiques, l'excès de confiance. Vous voyez, alors là, c'était une étude qu'il avait regardée de façon un peu plus expérimentale, où ils avaient pris des étudiants, des internes et des seniors, et ils leur donnaient, ils avaient des dossiers à analyser, et ils devaient donner leur hypothèse diagnostique. Mais ils avaient la possibilité aussi de demander un avis complémentaire. Donc s'ils ne demandaient pas d'avis complémentaire, on peut considérer qu'ils étaient en pleine confiance dans leur diagnostic. Donc vous voyez, si vous regardez la globalité des scores, effectivement, les étudiants sont moins bien que les internes et moins bien que les seniors. Mais ce qui va être intéressant, c'est ceux qui sont en haut niveau de confiance, qui sont en pleine confiance, en excès de confiance. Eh bien, vous voyez que ce soit chez les étudiants, chez les internes ou chez les seniors, ils sont tous à peu près à 30-40% d'erreurs diagnostiques, alors qu'ils avaient la possibilité de demander l'avis complémentaire. Et ça, c'est probablement une des grandes sources d'erreurs diagnostiques médicales, l'excès de confiance. Et on est d'autant plus en excès de confiance qu'on est dans son champ d'expertise. Je suis encore plus en excès de confiance quand c'est un problème neurologique. Je suis encore plus en excès de confiance quand je porte une blouse blanche, quand je suis avec les étudiants, etc. Donc là, être très très vigilant sur ça. Voilà, donc quelques biais cognitifs que je vais vous montrer qui peuvent avoir une interaction directe sur nos comportements, sur nos décisions de médecins, de soignants, d'accompagnants, de décideurs au sens large. On a vu l'influence des émotions, la version pour la certitude, la version pour la perte, mais aussi l'influence que ça a dans le comportement 2 à 2 avec le biais de stéréotypes. On a vu ce biais de confirmation qui est très fréquent. On a tendance à aller dans l'hypothèse évidente, là où il faut faire en fait preuve d'esprit critique. Et puis on a vu l'excès de confiance qui mine un peu le diagnostic médical. Tous ces biais, ils sont le fait de ces systèmes automatiques qui ont leur raison d'être, mais que
il ne faut pas toujours utiliser, il faut se méfier de ces biais potentiels, il faut savoir les contrôler, il faut savoir les apprivoiser pour ne pas être piégé quand il ne faut pas être piégé. Alors, 7 conseils pour prendre des bonnes décisions quand les décisions sont importantes à prendre. Alors, il y a plein de décisions qu'on prend automatiques. Le choix du petit four tout à l'heure, ce n'était pas très grave ce que vous avez choisi. Mais par contre, il y a des décisions plus importantes où c'est bien de le faire, d'être le plus rationnel possible. Toujours se donner le temps de la réflexion. Ne jamais prendre une décision immédiatement, même si on vous presse pour ça. Il faut le temps de la réflexion. Le cerveau, il ne peut pas aller très très vite. Une chose qui vous permet d'accélérer ce temps de réflexion, c'est d'utiliser l'écrit. C'est écrire noir sur blanc, en tapant sur un ordinateur ou en l'écrivant de façon manuscrite, la décision face à laquelle vous êtes, que vous avez à prendre, vous l'écrivez noir sur blanc. Et ça, le fait d'écrire, ça ralentit le processus. Et ça vous permet de prendre du recul. Vous voyez écrit. Alors généralement, vous allez tomber sur deux options possibles à cette décision. Dans le premier temps, essayez d'élargir le champ des options. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième option? Vous voyez, quand je fais ça avec les étudiants en école de commerce, des fois ils hésitent entre aller sur une grande entreprise ou une entreprise plus petite. On dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Et puis là, ils peuvent se dire, ah bah oui, tiens, finalement, je pourrais prendre une année sabbatique. Et donc, des fois, de mettre une autre option peut vous ouvrir le champ et aller sur quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Ensuite, l'évaluation des options, c'est très simple. Vous faites les plus et les moins pour chaque option. Ça a l'air tout bête, mais le cerveau, il fonctionne beaucoup par association d'idées. Et souvent, vous êtes surpris que vous sentiez intuitivement être plutôt le bon choix, de voir qu'il y avait plein de négatifs auxquels vous n'aviez pas pensé. Ou celui pour lequel vous pensiez que ce n'était peut-être pas forcément le bon choix, de voir qu'en y réfléchissant, finalement, vous trouvez un truc positif, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ensuite, vous arrivez à un premier niveau de décision entre vos options, et là, vous essayez de le challenger. Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce qu'il y avait le biais de confirmation? Est-ce qu'il y a le biais d'excès de confiance qui pouvait jouer? Puis il y a plein d'autres biais. Là, je vous en ai cité que quelques-uns. Il y en a des centaines, et puis vous pouvez les challenger. Vous pouvez utiliser un truc que j'aime bien, qu'on appelle le diagnostic pré-mortem. Vous voyez, à Nantes, en ce moment, ils sont en train de construire un nouvel hôpital. Une bonne chose qu'auraient pu faire les décideurs qui ont décidé de cet hôpital, c'est se dire, voilà, on se projette dans 10 ans, et cet hôpital, c'était une catastrophe. Comment vous argumentez aux journalistes dans 10 ans que cet hôpital était une catastrophe? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans tous les journaux les gens qui sont capables de vous expliquer les catastrophes qui sont arrivées. Voilà, donc dans 10 ans, oui, avec le réchauffement climatique, la Loire monte, donc mettre au bord de la Loire, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, ça peut permettre de donner quelques idées de contre-arguments, de faire ce diagnostic prémortem. Je me projette 10 ans plus tard, ça a échoué, comment je le justifie? Puis après, vous prenez la décision que vous voulez. Prendre des avis extérieurs, toujours très utile. On a vu l'importance de l'intelligence collective, mais prendre des avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Des gens experts, des gens non experts, et puis suivre le devenir de ces décisions. On a le droit de se tromper. Chez Toyota, ils disent vous avez le droit de vous tromper une fois, mais par contre, vous n'avez pas le droit de faire 2 fois la même erreur. Donc on apprend beaucoup de ces erreurs. Vous voyez que le système d'apprentissage, il est basé sur ça. Donc toujours suivre le devenir de ces décisions importantes. Donc voilà, j'espère qu'avec ces différents trucs, vous arriverez à un peu mieux décider, sans trop vous tromper. Mais bon, moi je me trompe toujours. Et si vous voulez en savoir plus, je vous amorce un petit peu avec les livres. Et puis un petit jeu amusant, un petit jeu de cartes qu'on a fait avec Olivier Sibony et Yves Le Bihan, qui s'appelle Chasseur de biais. Donc vous avez des petites cartes avec des biais dessus. Et vous avez derrière quelques exemples de ces biais. Vous pouvez jouer à trouver quels sont les biais auxquels vous êtes le plus sujet, ou qui sont dans mon équipe, quels sont les biais auxquels mes collaborateurs sont le plus sujets. Parce que c'est souvent plus facile de trouver les biais qui affectent les autres que les biais qui affectent soi-même, mais c'est un bon entraînement. Je vous remercie. Et encore merci Christophe pour l'invitation. Merci beaucoup, professeur Damier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires? Merci beaucoup, Philippe. C'était absolument passionnant et inspirant. Moi, j'ai une question. On a souvent tendance à présenter les biais cognitifs comme des pièges en fait, dont il faut se méfier. Mais finalement, est-ce que le biais n'est pas inhérent à la prise de décision? Autrement dit, un cerveau qui biaiserait jamais ne pourrait jamais évaluer les différentes options, leurs conséquences. Bien sûr, et puis c'est tout à fait ce qu'on a vu avec les biais initiaux, là, avec
l'aversion pour la certitude ou la perte, c'est bien leur raison d'être. Hein. Et il faut du biais, il faut du jeu, il faut de l'erreur potentielle pour avancer. Si on n'était que des êtres rationnels sur le plan économique, voilà, pas le temps d'avancer sur ça, mais sur les interactions économiques d'humain à humain, on sait que Homo sapiens, c'est pas un être rationnel sur le plan économique. Hein. On ne fait pas des choix économiques rationnels, mais parce que justement, on va prendre en compte la dimension qu'on fait plutôt confiance à l'autre. Voilà, il y a tout un pan de travail sur comment fonctionnent les humains, jusqu'où on fait confiance, comment on maintient cette confiance. Et donc, il y a des tas de jeux économiques qui sont faits pour travailler sur ça. Donc, il y a effectivement besoin de ces biais. Donc, c'est pour ça que chasseurs de biais, l'idée, c'est de les apprivoiser, les biais. Hein, c'est-à-dire de se méfier de certains dans lesquels on peut tomber parce qu'on va trop vite dans ce raisonnement, parce qu'on est trop sur l'automatisme. Et dans certains cas, il faut les éviter. Mais dans la plupart des cas, ils ont leur raison d'être et ils sont intéressants de les avoir. Il n'y a pas qu'un côté négatif ou biais. D'autres questions? Oui, moi je voulais savoir, le patient initial, il n'avait pas un Parkinson, qu'est-ce qu'il avait? Non, mais je suis sûr que le DAT-scan, c'était un faux négatif. Non, l'histoire nous le dira, mais je pense qu'il y a vraiment un Parkinson quand même. Bon, pour l'histoire, je suis obligé de vous faire comme ça, mais je ne sais pas. Non, parce que non, c'est pas toujours positif l'examen. Non, après, il peut y avoir des pseudo-signes qui ressemblent, on peut se faire piéger, même avec 30 ans d'expérience. Voilà. Après, c'est pas très grave, il y aurait pris le traitement, au bout d'un an, on a vu que ça ne progressait pas. C'est assez rare finalement. Hein. On a quand même une véracité diagnostique clinique qui est très bonne dans le champ du Parkinson. Alors, il y a une question. Il y a une dernière question derrière. Oui, il y avait derrière, mais il n'y a pas de micro. Alors, allez-y. Vas-y. Non, c'était juste une remarque, mais on se disait que avoir conscience de ces biais-là, c'est vraiment super important au moment de l'information et de la signature du consentement. Bien notamment sûr. Dans nos situations de génétique, toutes pleines d'incertitudes et de plus en plus, et avec les enjeux qu'on connaît sur ce que ça peut provoquer chez le patient, son entourage, les données incidentes, toutes ces choses-là. Donc, ça serait l'objet sûrement d'études intéressantes. Oui, ce biais de cadrage, c'est majeur. Hein. Je me souviens, il y a quelque temps, c'était pas pour des décisions de diagnostic génétique, mais des décisions d'interruption thérapeutique de grossesse dans le cas de diagnostic prénatal de trisomie. En fait, selon le médecin qui présentait, la femme allait aller vers l'interruption ou pas. Hein. Donc, on voit qu'on influence énormément selon la conviction qu'on a, la manière dont on va présenter, même inconsciemment, et qui va influencer énormément sur le consentement. C'est une vraie réflexion. Sur la génétique, vous avez beaucoup travaillé sur ça, mais c'est vrai que ces biais sont importants à apprendre. La manière dont on présente influence la personne qui est face à nous. Hein. Mais là, comment on va positionner après les systèmes d'intelligence artificielle, c'est aussi toute une question importante. Juste pour revenir sur l'histoire des mains et du coup du manque d'empathie, à quel moment c'est un biais et à quel moment c'est justement un manque d'empathie? Par exemple, on va de plus en plus parler de genre en santé, sexe et genre en santé, et sur le fait que les femmes sont quand même moins bien soignées, moins bien diagnostiquées, moins bien prises en charge, tout ça. Et est-ce que c'est un biais ou est-ce que c'est un manque d'empathie? Il y a un biais de stéréotype qui va avoir plein de mécanismes dessous. Hein. Il y a le mécanisme du fait qu'il y a l'amygdale qui s'allume différents alertes, hein, parce que ça fonctionne vraiment comme ça de façon très basique, parce que ça avait un intérêt évolutif. C'est-à-dire que très rapidement, il nous fallait reconnaître des dangers potentiels et des groupes d'Homo sapiens qui étaient différents de nos groupes étaient des dangers potentiels. Donc automatiquement, il fallait détecter ça, et ça c'est automatique. Après, il y a ce phénomène qui fait qu'on a plus d'empathie pour les membres de notre groupe. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même qu'en tant que sapiens, ça domine clairement, mais que dessous, il y a des sous-groupes et qu'on est quand même plus en empathie avec notre groupe. Et ça peut jouer dans certains biais de décision collective, d'ailleurs ce qu'on appelle le groupe think, hein, qui fait qu'on peut même taire des fois sa conviction personnelle pour rester en cohérence avec le groupe, parce qu'il y a une peur terrible chez un humain, c'est d'être exclu du groupe auquel on appartient. Hein. Et ça, c'est des choses très fortes qui peuvent conduire à certains biais. Et puis, j'en ai pas parlé, mais il y a la manière dont c'est catégorisé, où dans notre mémoire, en fait, on stocke les choses dans des grands groupes, avec tous les attributs qu'ils font. C'est-à-dire pour gagner en temps de mémorisation, quand j'ai une nouvelle entrée dans ma mémoire, je rentre dans une catégorie globale. Si par exemple, je vous dis que dans une forêt brésilienne, on vient de découvrir
un nouveau mammifère qui s'appelle le zyglon. En fait, vous n'avez jamais entendu parler du zyglon, mais n'empêche que vous connaissez plein de choses sur le zyglon, parce que vous le catégorisez dans les mammifères et vous mettez tous les attributs de mammifères. Donc c'est qu'un zyglon fait des petits zyglons qui bougent pour s'alimenter certainement, qu'il a besoin de boire, de manger pour survivre, etc. Et du coup, quand vous avez quelqu'un d'une catégorie, vous mettez tous les attributs qui vont avec. Et comme vous avez été, on a parlé ce matin, l'exposome, hein, souvent sur ces catégories, voilà, telle catégorie, ils travaillent moins, ils travaillent plus, les petits garçons sont meilleurs en maths que les petites filles. Voilà, hein. Donc toutes ces choses-là, vous les avez en tête depuis tout petit. Hein. Et vous prenez un exercice de dessin, en gros, ça ressemble à la figure de Ré. Vous le donnez à des petits garçons et des petites filles, vous dites on va faire un exercice de géométrie. Ils font l'exercice, les petits garçons, ils font bien mieux que les petites filles. Vous faites le même exercice, mais vous dites on fait un exercice de dessin, et les petites filles font pareil que les petits garçons. Donc, vous voyez, le fait de donner une amorce comme ça influence le comportement de la personne. Et comme on est sur les stéréotypes, le poids de la culture est beaucoup plus fort encore que les mécanismes automatiques. Donc le fait de le savoir, et ça c'est encourageant, il y a quelques études qui le montrent, c'est que le fait d'être sensibilisé, d'être accoutumé à la diversité, fait que généralement vous réduisez dans le comportement concret le rôle de ces biais dans l'interaction 2 à 2. Voilà, quelques pistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Damiens. Merci beaucoup.